Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et d'abord, je voudrais saluer les personnes qui se sont levées tôt pour parler avec nous. Elles sont à Washington. Sarah Knafo, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour. Il est quoi? Il est 7h chez vous, à Washington, c'est ça. Merci de s'être levé, parce que je suppose que vous ne vous êtes pas couché très tôt hier soir. Est-ce que sans être indiscrète, sans être indiscret. Non, vous supposez bien. C'est vrai que là, à Washington, tous les soirs, il y a des cérémonies et des bals pour expliquer un peu comment ça se passe, cette investiture. Depuis 2 siècles maintenant, quand un président remporte les élections, il réunit à Washington tous les secteurs économiques du pays, tous les think tanks font leur propre soirée, toutes les grandes boîtes, même tous les médias font leur propre brunch, leur propre cocktail. Ça n'existe pas en France, cette tradition, mais les États-Unis, c'est un vieux pays décentralisé où les élites du pays vivent chacun dans leurs propres États, dans la propre capitale de leurs États. Et donc, c'est uniquement tous les 4 ans que tout le monde se retrouve dans la capitale pour fêter l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président. Donc, on est invité avec Éric Zemmour à toutes les soirées qui se font ici. C'est particulièrement intéressant. Nous, on le regarde avec un œil de Français. Et alors politiquement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez, typiquement hier, il y avait une soirée, donc le Liberty Ball, où vous aviez Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, et donc vous voyez tous ces gens qui détestaient Trump la veille qui se mettent en smoking pour aller fêter sa victoire aujourd'hui. Et c'est là quand même que vous apprenez que en politique, ce n'est pas la dédiabolisation qui crée la victoire, mais c'est bien la victoire qui crée la dédiabolisation. Et oui, vae victis, malheur au vaincu, on connaît ça. Mais justement, c'est intéressant, ça dure alors sur plusieurs jours, en fait, Sarah Knafo. C'est-à-dire que ces festivités, parce que vous, comme vous l'expliquez, comme ça concerne un peu toutes les professions, ou toutes les corporations, les États, donc ça dure quelques jours. Exactement. Donc ça a commencé le vendredi. Vous avez des cérémonies pour commencer. Donc nous, on était allés au bal des crypto-monnaies. Cette année, c'était le bal le plus important parce que en fait toute l'économie est en train de se réorganiser autour des nouvelles technologies. Et Donald Trump a été le premier président américain à se déclarer pro-crypto-monnaie. Et il me semble le 2e chef d'État derrière Nayib Bukele, qui est le président du Salvador. Donc pour le secteur Bitcoin, c'est un élément révolutionnaire. Vous avez peut-être vu que le Bitcoin a dépassé la barre des $109 000, ce qui est vraiment colossal. Il y a des gens qui ont acheté $5 de Bitcoin il y a 12 ans et aujourd'hui ils peuvent acheter un hôtel particulier à Paris avec. Donc c'est quelque chose vraiment d'énorme. Là, j'ai été invité à ce bal par un homme qui s'appelle Michael Saylor et qui est le leader mondial du Bitcoin, si on veut. C'est quelqu'un qui croit beaucoup, qui en parle très bien, qui est particulièrement intéressant. Il m'a invité à déjeuner chez lui le lendemain de ce bal et on a discuté de l'énergie, puisque le sujet nucléaire, c'est quand même à la base je vous disais, l'économie se réorganise autour de nouvelles technologies et l'énergie en est un sujet crucial, un sujet d'intérêt crucial. Il me racontait un élément intéressant pour nous Français, c'est que en 2020, l'administration Biden avait pour projet d'abandonner le nucléaire. Et à ce moment-là, vous avez d'abandonner progressivement, comme on l'a fait en France, vous savez, de dire à horizon 2050, il y aura plus que 50% dans le mix énergétique. Comme ils l'ont réussi en Allemagne, où il y a plus d'une seule centrale. Exactement. Comme ils ont détruit leur atout en Allemagne, avec des effets contrairement à ce qu'ils pensaient, totalement opposés aux intérêts écologiques, puisqu'ils rouvrent les centrales à charbon. Mais bon. Donc, l'administration Biden avait eu pour projet de réduire progressivement la part du nucléaire. Et là, qu'est-ce que vous avez dans la même année? Vous avez la révolution de ChatGPT. Et donc, on s'aperçoit, et je vais faire le lien entre les deux, on s'aperçoit que pour faire tourner les intelligences artificielles modernes, qui vont être à la base de la nouvelle révolution numérique, qui est révolution économique, que pour faire tourner ces intelligences artificielles, on a besoin de millions et de millions de données. Ces données qui vont être stockées dans des data centers, qui vont devoir tourner avec des puissances de calcul pour pouvoir vous donner des résultats aussi rapidement. En 2 secondes, vous demandez à ChatGPT de vous écrire un poème avec le style de Victor Hugo et il vous le fait en 2 secondes. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie. Et quand vous n'avez pas de nucléaire, c'est pas avec du vent que vous allez faire tourner des éoliennes, que vous allez faire tourner des milliers de data centers. Et donc là, l'administration Biden se retrouve enfermée entre 2 objectifs.
être les leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle et la course à l'innovation dans ce secteur-là, et abandonner notre électricité, abandonner le nucléaire, qui est le meilleur producteur d'électricité, pour des raisons bêtes et idéologiques, pour faire plaisir aux Verts. Comme Angela Merkel, elle a abandonné le nucléaire pour faire plaisir aux écolos. Comme François Hollande chez nous, qui a abandonné le nucléaire pour signer un accord avec les écolos. Comme Emmanuel Macron, qui est lui aussi a poursuivi dans la fermeture de Fessenheim pour signer un accord avec Nicolas Hulot. Et on pourra en passer des meilleurs. À chaque fois, pour des intérêts politiciens, on nuit aux intérêts français de long terme. Dominique Voynet, priez pour nous. C'était ça. mais dites-moi alors, non mais c'est très intéressant ce que vous dites justement sur le lien entre l'intelligence artificielle, tout ce qui va se développer, et l'énergie. Évidemment, c'est le nucléaire qui va fournir la quasi-totalité. Et alors, Sarah Knafo, c'est toujours l'envoyé spécial. Non, vous êtes l'envoyé spécial de Reconquête et de la députée européenne que vous êtes. Comment est-ce que, au-delà de l'euphorie des banquets et tout ça, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent vraiment qu'il y a une rupture, que quelque chose est en train de se passer aux États-Unis qui est de l'ordre vraiment de la rupture? En tout cas, du changement d'air, si on veut. Tout à fait. Donc ça c'est très clair. Vous avez dû entendre le discours hier de Donald Trump. C'est un virage à 180 degrés. Là, on n'est pas dans l'ordre de la petite réformette et de la petite mesure pour faire plaisir. C'est un virage total. Hier, il a fait quelque chose que je trouve politiquement brillant, c'est-à-dire qu'il est venu, juste après son investiture, signer ses premiers décrets devant le peuple qu'il a élu. Ça, ça remet au goût du jour la démocratie athénienne, c'est-à-dire, on vient de m'élire, je dois quelque chose au peuple qui m'a élu, je signe devant lui les premiers décrets que je lui ai promis. Donc, dans ces décrets, vous aviez la sortie de l'OMS, des États-Unis, mais aussi la fermeture des frontières. Et alors, quand il dit de telles choses, là, vous aviez aussi la fin de la censure d'État. Si vous voulez, on y reviendra. Mark Zuckerberg avait dévoilé, il y a quelques semaines, que c'était la Maison-Blanche qui lui demandait de censurer des propos sur ses réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram, les réseaux de Meta. Donc, il a aussi signé le décret pour mettre fin à la censure d'État et protéger la liberté d'expression. Mais quand vous voyez... Donc, il est venu dans une salle qui s'appelle le Capitol One, il y avait 30 000 personnes, il est venu signer ses décrets. Les gens se levaient, des standing ovations sur la signature d'un décret. Ce qu'il y a de beau dans ça, c'est qu'il rend concret le plan sur lequel il a été élu. C'est pas juste de grandes idées en disant je défendrai la liberté d'expression, ça c'est très bien, on peut le dire. Il concrétise devant les gens en leur disant vous m'avez élu, il y aura un effet aujourd'hui. Et le nombre de sujets sur lesquels les gens voient des sujets tout de suite, je crois que c'est le genre de chose qui est de nature à redonner confiance dans la politique. Les gens se disent, on va élire un courant de pensée, on va élire une nouvelle idéologie. Là, c'est pas ça. Non, on élit des mesures qui vont être mises en application dès aujourd'hui, qui vont trouver leur concrétisation ce matin même. Et donc hier, par exemple, le gouvernement a coupé l'application qui permettait aux migrants de demander des rendez-vous pour obtenir leurs papiers et rentrer aux États-Unis. Ils ont tout simplement coupé l'application. Donc vous voyez des millions de gens à la frontière, ça va très vite. N'exagérons rien, qui ne peuvent tout simplement pas rentrer. Ça va très vite. Ça va très vite. Vous voyez hier Elon Musk qui postait, vous savez qu'il a été désigné pour s'occuper de ce qu'ils appellent l'efficacité gouvernementale. Voilà. La réduction des dépenses de l'État et des agences d'État, etc. Exactement. Et alors, hier, ils ont coupé le site Internet des premières agences d'État. Vous voyez à quel point ils veulent montrer. Donc, il est élu le 20 à midi, il a son investiture. À 14h, vous avez déjà les premiers effets. Ça, je pense que c'est quelque chose, pour le coup, qui m'intéresse en tant que Française. Je suis contente de voir ça sur place, de voir comment tout le monde s'est préparé. Sarah Knafo, mais enfin, ça se passe comme ça en France, quand un président arrive. Et tout de suite, on a vu, regardez ce qui s'est passé avec François Bayrou comme Premier ministre, avec Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre. Ça se passe tout de suite. Hein, on fait tout de suite. Hein, dans quelques... Non, mais est-ce que ça vous a frappé André. Écoutez, Macron est là depuis 8 ans, on n'a toujours pas vu les premiers effets positifs de ces mesures. Non, franchement, c'est une plaisanterie. Si je vous prends un exemple, la construction de prisons, Emmanuel Macron avait annoncé en 2017 qu'il créerait 30 000 places de prison. Je pense qu'aujourd'hui, on en a 6 000. Vous voyez Bukele au Salvador, il a annoncé un plan de construction de prison. En 7 mois, il a créé 70 000 places. Maintenant, on est sur des échelles qui sont risibles et ridicules.
Et alors, ouais, pardon. Oui, donc qu'est-ce qui fait alors justement, parce que c'est vrai, on parlait ça hier, enfin on avait tous les mêmes réflexions en se disant qu'est-ce qui fait que effectivement, alors l'Amérique n'est pas la France et la France n'est pas l'Amérique, comparaison n'est pas raison, mais quand même, là on voit quelqu'un, bon après 4 ans de Biden, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, qui dit bon maintenant allez, allez au travail, on y va, on fait, on verra les résultats, ça c'est autre chose. Mais comment ça se fait qu'en France, depuis pratiquement 4 décennies, on dit oui, on va avancer, et ça se passe sur les grandes télévisions ou sur les paroles et sur les plateaux, mais à l'Élysée, à Matignon, quel que soit la gauche, la droite, enfin si on regarde depuis des décennies, on parle, et résultat, walou, comme dit l'autre. Absolument rien. D'abord, je dirais qu'il y a 2 sujets. Le premier, c'est l'idéologie des derniers présidents qu'on a eus. Vous parliez tout à l'heure de révolution politique aux États-Unis, c'est vrai. On n'a pas élu de révolutionnaire ni un homme qui voulait vraiment changer les choses. Là, Trump a un mandat. Il a été élu, ça a été un raz-de-marée électoral pour vraiment changer les choses. Ça s'est senti dans son discours hier. À l'inverse, Emmanuel Macron a été élu par défaut avec le fameux Front républicain. Il avait rien promis dans sa campagne. Il a quasiment pas fait campagne en 2022. Vous vous rappelez qu'il a été élu parce qu'il y a eu ce qu'on avait appelé l'effet drapeau. Les gens ont eu peur avec la guerre en Ukraine, ils se sont reportés sur lui. Il a rien promis dans sa campagne. La seule mesure qu'il défendait, c'était la réforme des retraites. C'est pas que c'est quelque chose qui fait vraiment rêver les foules. Et il a été élu quand même. Donc il est arrivé sans programme, ce qui est la meilleure garantie de ne rien faire. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de la première année de son mandat, tout le monde se disait, on ne sait même plus où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, abonné absent, il a plus d'idées, il a plus d'énergie, etc. Donc c'était la meilleure garantie pour que le pays stagne. Et donc, comme à vélo, quand on stagne, on tombe. Et nous, quand on stagne, c'est le déclin qui continue, la dette qui continue, les migrants qui continuent d'entrer, le niveau scolaire qui continue de s'effondrer. Les OQTF qui continuent de n'être pas respectés. Sarah Knafo, on va prendre juste, pas longtemps, on va prendre 2 minutes de pause et puis on vous retrouve. C'est très intéressant ce que vous racontez, notamment sur l'intelligence artificielle et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On se retrouve dans 2 minutes après cette petite pause. À tout de suite. Si je peux vous le dire, et d'ailleurs, Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, nous l'a confirmé. Effectivement, on n'a pas attendu un jour, quelques heures, pour que les rafales des décrets et des décisions de Donald Trump et de son équipe arrivent en je dirais en escadrille. Sarah Knafo, au fond, aujourd'hui, parce qu'on sait que Washington, enfin moi j'y suis allé il y a 1 mois, juste après l'élection de Donald Trump, et je me rappelle qu'ils se demandaient tous à quelle sauce ils seront mangés. L'administration, les fonctionnaires, ils étaient très démocrates là-bas, hein, et j'ai eu quelques témoignages assez intéressants. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, etc., évidemment, ils sont plutôt, évidemment, du côté de Trump et ils sont pleins d'espoir. Mais est-ce que, franchement, la purge, est-ce qu'il va pouvoir attaquer, peut-être pas détruire, mais attaquer l'État profond, le fameux Deep State dont on parle? En tout cas, il s'organise pour. Là, s'il est en train de prendre autant de décrets aussi rapidement, c'est aussi parce qu'il a compris de son premier mandat en 2016 que si on arrivait en n'étant pas très préparé, comme malheureusement les politiciens français le sont, et en se disant on verra bien une fois qu'on sera au pouvoir, il y aura bien des hauts fonctionnaires qui vont venir nous aider, on nous dira ce qu'il faut faire, on nous expliquera une fois qu'on y sera, etc. Ouais. Bon, d'abord, si on laisse penser ça aux Français, c'est sûr qu'on n'est pas élu. Ça donne pas du tout envie d'élire quelqu'un qui sait pas exactement ce qu'il va faire, mais qui verra une fois arriver. Et deuxième chose, ça fait perdre un temps fou. Et ce dont Trump s'est aperçu, c'est que ça avait laissé le temps à ses adversaires de s'organiser. Oui. Donc tout le temps qu'il avait perdu à ne pas agir en arrivant lors de son premier mandat, en réalité, c'est l'administration qui a repris ses droits. C'est les services de renseignement américains, ça vous avez dû voir, c'est écrit dans beaucoup de livres. Il y a même dans mes souvenirs le patron de la CIA qui en avait publié une sorte de mémoire pour raconter comment ils se faisaient une gloire d'avoir bloqué Donald Trump, et ils en parlaient en disant c'était les adultes contre l'enfant
qui essayaient de limiter les actions du président élu par le peuple. FBI aussi, FBI et CIA avaient bien contribué au poignard dans le dos, quoi, au coup de couteau dans le dos. Et d'ailleurs, eux le disent, vous savez, parce que les gens vont dire c'est complotiste de dire ça, etc. Mais alors là, pour le coup, c'est même pas le récit de Trump auquel je crois, c'est leur récit à eux. Ce sont eux qui racontent avec fierté comment ils ont réussi à bloquer certaines actions. En France aussi, vous avez nombre de ministres, nombre de présidents qui vous racontent, et Nicolas Sarkozy parmi eux, qui vous racontent comment, une fois arrivés à l'Élysée, la haute fonction publique, les inspecteurs des finances, les conseillers d'État sont venus leur dire ça c'est pas possible, ça on peut pas faire, oh, mais ça vous savez c'est une mauvaise idée, c'est irréaliste, et qui sont venus comme ça briser dans l'œuf toutes les raisons qui avaient fait qu'ils avaient été élus. Donc, sans même aller jusqu'à parler d'État profond, c'est l'administration française qui bloque tout. Et d'ailleurs, c'était la deuxième partie de la réponse que je voulais vous faire tout à l'heure. Je vous avais dit, d'une part, on a des présidents, des politiques qui en réalité veulent pas changer les choses en profondeur, donc ils sont souvent élus sur des programmes qui sont pas vraiment révolutionnaires, dans le bon sens du terme. Et deuxième chose, quand bien même ils auraient de bonnes idées, à la fin, ils se laissent enfermer par la bureaucratie, enfermés par l'administration. Je pense vraiment qu'il faut les connaître pour savoir comment les contourner. Moi, si vous voulez, je les connais dedans. J'ai fait la même école qu'eux. Quand j'étais à la Cour des comptes, mon métier, c'était précisément de contrôler l'administration. Donc, on voit comment ils travaillent, on voit ce qu'ils considèrent impossible. Et en fait, tout simplement, moi, quand j'ai travaillé en préfecture et j'avais un préfet qui me disait, quand vous avez dans vos équipes un technicien qui vous dit « ça, c'est pas possible, ça, monsieur le préfet, on peut pas le faire », alors il faut passer sa nuit à faire le métier de ce technicien, à voir... pour le démentir et pour essayer de le contrer. Exactement. Et il y en a qui ont peur de la technique. Ils veulent pas mettre les mains dans le cambouis. Ils regardent, ils veulent prendre une décision à la fin. Ils font confiance à tous les techniciens. C'est très bien de faire confiance. Mais quand vous avez un individu qui bloque ou une administration qui bloque, il faut être capable d'entrer dans le dur de la matière et d'aller démêler les fils un par un. Je pense qu'aujourd'hui, on n'arrivera à rien si on ne fait pas cette démarche. Et je pense que c'est aussi ce qu'est en train de faire Trump ici à Washington, c'est-à-dire dès le premier jour, plan d'exécution. Il a demandé à tous ses ministres, à tous les membres de son gouvernement, avant d'arriver, je veux que vous ayez votre plan d'exécution prêt. Une idée sans plan d'exécution, c'est pas une bonne idée. Et donc ils arrivent, ils sont prêts. Et s'il y a des nœuds gordiens, on les tranche. Tout à fait. C'est intéressant, Sarah Knafo, parce que ce que vous avez pu utiliser comme mot, c'est presque mot pour mot ce que dit Elon Musk quand il parle de ses entreprises et du management. Il dit, moi, à toutes les entreprises, je vais voir s'il y a un frein, un nœud qu'il y a. C'est la seule chose, je suis là uniquement pour démonter, pour dénouer le lien qui bloque. Exact, pour résoudre les problèmes. Et donc, c'est vrai, c'est la méthode d'Elon Musk aussi. Il est capable de rester. Alors là, je vous disais tout à l'heure, les cérémonies, etc. J'ai rencontré l'un des responsables de XAI, donc c'est l'intelligence artificielle de Twitter, Grok, qui vient d'être créée. Donc, j'ai rencontré, ils étaient 10 dans l'équipe à créer ça. J'ai rencontré l'un d'entre eux, vraiment un garçon très brillant, 30 ans. Extrêmement fort, mais bon, passons. Et qui me disait, la méthode de Musk, c'est, il a plusieurs projets. Hein. Il lance des fusées, il crée des voitures électriques, il crée l'intelligence artificielle. Il l'a créé en 122 jours, me racontait ce Starlink et compagnie. 122 jours pour créer XAI. Et donc, ce qu'il me disait, c'est que Elon Musk, c'était quelqu'un qui était capable de venir dormir dans son entreprise pendant 10 jours, de dire, bon, où est-ce que vous bloquez, où est-ce que ça ne marche pas, exactement ce que vous disiez. Et il reste avec toute son équipe. Donc là, ils étaient 10. Pendant 10 jours, ils mangent des pizzas ensemble, ils font des nuits blanches ensemble, ils réfléchissent ensemble. Et au bout de 10 jours, ils ont avancé à une vitesse fulgurante. Il repart. Et là, il va chez Tesla pour continuer d'aller résoudre des problèmes et aider ses équipes. Donc vous revenez, juste pour la dernière question, Sarah Knafo. Là, vous allez quitter Washington bientôt, vous revenez en France. Vous êtes demain soir. Demain soir. Morale remontée, morale en se disant, sans faire du mimétisme, on va pouvoir peut-être faire quelque chose et ça encourage ce qu'on a vu, ou pas? Alors moi j'ai toujours le moral, mais oui, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'on sent, d'ailleurs c'est pas que moi, on sent dans le peuple français que ça a créé un espoir. Vous devez le voir autour de vous, André. On voit bien que ce vent de liberté qui est en train de souffler aux États-Unis, en réalité, dépasse largement le continent américain. On sent que c'est quelque chose qui est en train d'arriver partout. Hier, c'était en Italie, en Argentine, au Salvador,
Demain, j'espère en Grande-Bretagne avec Nigel Farage. Après-demain, j'espère en France avec nous. Avec Orban. En Hongrie déjà Bien avec sûr, Orban, oui, tout ça. Ouais. Ça fait des années maintenant. Mais on sent bien que les sujets qui sont aujourd'hui portés aux États-Unis, on a des sujets qui se posent presque dans les mêmes termes en France. Quand vous voyez qu'hier, Donald Trump ouvre le sujet, plutôt ferme le sujet des transgenres, du changement de sexe par les enfants à l'école, de la propagande à l'école, on a exactement le même débat en France. Donc bien sûr, ça ouvre des perspectives, ça montre que c'est possible. On va être très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand vous voyez que la liberté d'expression, vous avez un tweet d'Elon Musk un matin, l'après-midi, c'est le débat public en France. On voit bien les connexions en termes de débat public. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que tous les gens qui nous ont fait subir l'influence américaine pendant des années, qui nous ont fait subir le wokisme, qui est venu des universités américaines pour arriver à Sciences Po et se déverser dans nos facs, tous ces mêmes gens qui nous ont fait subir le pire des États-Unis se plaignent aujourd'hui qu'il y aurait une influence américaine sur notre débat public. C'est de leur faute si on a été connecté aux États-Unis. Une Donc, interférence. il y a quelque chose quand même de comique à voir des gens qui ne se sont jamais plaints de l'ingérence américaine quand les États-Unis espionnaient nos industries pour s'emparer d'Alstom, qui se sont jamais plaints des États-Unis avec l'extraterritorialité du droit américain, qui se sont jamais plaints quand Frédéric Pierucci a été enfermé sous Barack Obama dans les prisons américaines, et qui soudain, parce que Elon Musk veut permettre à tout le monde de s'exprimer sur Twitter, alors là, c'est menace de contre-coup. Bah là, soudain, on retrouve un peu de fermeté. Alors moi, ce qui m'agace, c'est de voir des politiciens français qui sont plus sévères et plus fermes avec Elon Musk qu'avec le gouvernement algérien. Oui, mais ça, c'est vrai. On a une inversion totale. C'est vrai, mais vous savez... En France, on ne change pas une équipe qui perd. Mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Je voudrais finir là-dessus, mais quand même, la déclaration la plus importante, c'est une révélation de Donald Trump. Et franchement, les gens ne dorment plus du tout. Il paraît qu'il y a un homme et une femme, et c'est tout. Il y a deux genres. Il y a un homme et une femme. Vous imaginez de cette espèce de vérité terrifiante qui nous a... Moi, je croyais qu'il y avait des saules pleureurs, qu'il y avait des fourmis tamanoirs, qu'on pouvait avoir changé de genre comme on veut. Non, 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 il y a un homme et une femme. C'est terrible. Merci, Sarah Knafo. Merci, André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Washington. Oui, oui, nous sommes toujours à Washington. Et nous avons reçu Sarah Knafo, nous avons eu en direct de Washington. Mais il n'y avait pas que Sarah Knafo. Il y avait, comme vous le savez, Bernard Arnault. Hein. Il y avait aussi, effectivement, il y a un milliardaire, là, un Français, qui était présenté. Il y avait, puis je ne sais pas, Louis Alliot, il y avait Éric Zemmour, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là. Et puis, il y avait il y a toujours Christian Perron. Christian Perron, qui est médecin, qui est infectiologue, qu'on reçoit toujours avec plaisir, qui a écrit des livres récemment, qui ont fait beaucoup parler, et à juste titre d'eux. Et Christian Perron était hier. D'abord, bonjour Christian. Bonjour André, et meilleurs vœux pour 2025 qui va être une magnifique année du renouveau, je pense. Ah ben j'ai l'impression. En tout cas, merci de vous être levé tôt pour nous, parce que il est, je rappelle, 7h30 à Washington. Et Christian Perron, alors on a vu la photo, vous étiez hier à un dîner de gala. Alors vous étiez très bien en cravate noire, et vous étiez avec Robert Kennedy Jr. Donc à ce dîner, en fonction, je crois que c'était en ordre du mouvement MAHA. Je rappelle, le MAHA, c'est Make America Healthy Again, faire que l'Amérique soit en meilleure santé, qu'elle soit de nouveau en meilleure santé. Alors racontez-nous, c'était quoi ce dîner? C'était en quel honneur et comment ça s'est passé? Déjà, quand je suis arrivé à Washington, j'avais vu la liesse populaire, c'était incroyable. Déjà dans le métro, je suis venu en métro depuis l'aéroport, dans les rues, déjà avant-hier, puis hier. Oui. Les gens étaient partout, dans toutes les rues. Il y avait vraiment une liesse, il y avait vraiment une... Oui, puis il y avait des concerts de klaxons, de la musique dans les rues, alors qu'il faisait très froid, qu'il neigeait un peu. Ouais. Et alors, pour Kennedy, il faut savoir qu'il y a 3 ans environ, son équipe que je connaissais bien m'avait demandé d'écrire la préface de la version française de son livre, Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma. Tout à fait. C'est un livre très long, mais c'est quand même 40 ans d'investigation. Absolument. C'est un avocat, d'un avocat sur toutes les crapuleries et toutes les malversations de l'industrie pharmaceutique, sur les vaccins, mais aussi c'est sur le sida, il y a plein de domaines. Et son livre était un peu long à lire, mais extrêmement documenté. Il a été best-seller aux États-Unis. Il y a des pages et des pages de références et de sources.
il n'a jamais été attaqué une seule fois en diffamation. Donc voilà, j'ai été fier d'avoir écrit cette préface. Oui. Et c'est un formidable livre, je l'ai lu, il est passionnant. Et d'ailleurs, j'avais Didier Raoult en début d'émission, et il parlait de ce livre, justement, Christian Perron, et il disait, ce Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, je conseille à tous nos auditeurs de le lire. Il raconte vraiment ce qui se passe. Alors on arrive aujourd'hui on a l'impression quand même, ce Robert Kennedy Jr. qui était marginalisé, qui était traité de tous les noms, le voilà aujourd'hui presque au pouvoir. Ah oui, alors c'est le nouveau ministre de la Santé. C'était un dîner de gala, il y avait environ 800 personnes. Alors, moi, je pensais trouver quelques Français. Je me suis aperçu que j'étais le seul Français. Bon, j'étais très honoré. Bah, c'est bien. J'ai rencontré des gens de son équipe. Il y a Assim Malhotra, qui est ce médecin britannique d'origine indienne que Trump a recruté comme conseiller santé. Ouais, c'était magnifique de voir toutes ces... J'ai rencontré aussi Rob Ross, ce député néerlandais européen, si vous vous souvenez, qui au Parlement de Strasbourg avait obligé Madame Small, qui était une des adjointes de Bourla, le PDG de Pfizer, d'avouer que Pfizer n'avait fait aucune étude avec ce soi-disant vaccin sur la transmission. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes très intéressantes. Et puis j'ai suivi un petit peu aussi à la télévision, parce que moi j'ai pas été dans la salle de l'investiture officielle de Trump, mais j'ai suivi un petit peu. Ouais. Et c'est magnifique parce qu'à peine il a été investi, je sais pas si vous avez vu, il y avait la séance des signatures. Oui, tout à fait. Tout à fait. Centaines de décrets. Ouais. Il a signé en direct. Absolument. Donc, et ça, je trouve ça super. Les États-Unis se retirent dès aujourd'hui de l'OMS. Tout à fait. C'est une excellente nouvelle parce que l'OMS, que je respectais beaucoup, moi-même j'y ai travaillé, j'étais vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour les vaccins pendant plusieurs années. J'ai vu que l'OMS déclinait, était devenu la succursale de Bill Gates et complètement financé. Big Pharma n'était plus au service des populations du monde, mais au service de la finance et d'autres intérêts. Il n'a pas dit hier mais j'ai entendu dire récemment, Trump, qu'il allait appeler les pays qui voulaient finalement quitter l'OMS à créer une nouvelle agence internationale de santé publique. Ah oui, l'idée de remplacer l'OMS, enfin en tout cas une structure différente de celle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. Qui soit une structure saine, qui ne dépende pas des fonds privés, qui malheureusement aboutit à la corruption de l'OMS que l'on voit aujourd'hui. Donc, moi qui adorais l'OMS au début, pour moi aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est une excellente nouvelle. Puis il a aussi fait une autre annonce qu'il allait réintégrer tous les suspendus. Alors, il y avait les soignants, les militaires. Il allait s'arranger pour qu'ils touchent tous l'intégralité de leur paye, c'est ça. Leur paye qu'ils n'ont pas eu pendant une période très prolongée. Donc ça aussi, c'était magnifique. Voilà. Alors justement, docteur Perron, Christian Perron, ce que vous avez entendu hier au dîner ou ailleurs dans l'entourage, qu'est-ce qu'il veut faire, Robert Kennedy Jr., pour parler de cela? Il veut vraiment, parce qu'il y a eu toute l'histoire du Covid qu'on a suivi, et vous étiez au premier rang pour en parler, pour dénoncer, pour dire ce qu'il y avait. Mais est-ce qu'il y a aussi les problèmes d'obésité, les problèmes de santé des États-Unis qui sont énormes? Est-ce que vraiment ils vont s'y attaquer avec la même opiniâtreté que dont Trump témoigne dans les autres domaines? Alors, moi, je pense d'abord il est très motivé. Alors, je vais revenir tout de suite à la santé, mais déjà, ils ont annoncé qu'ils allaient dévoiler toutes les affaires des assassinats des deux frères Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King sur le 11 septembre. Donc, il va y avoir plein de révélations. Donc, ça va être assez surprenant, je pense, dans les jours qui viennent. Et pour revenir à la santé, il a quand même déclaré publiquement que son but, c'était de lutter contre la corruption en santé. Il allait faire le ménage, notamment dans les journaux médicaux. Il n'est pas anti-vax à la base. Simplement, il dit maintenant, l'industrie pharmaceutique ne développe plus les vaccins selon les canons de la science. Les études ne sont pas faites dans des conditions scientifiques normales. Donc, voilà. Et puis en plus, si vous regardez, ce qui va être génial, c'est qu'il change le directeur du CDC. Le CDC, c'est le Centers for Disease Control, c'est le Centre des surveillance des maladies à Atlanta, qui est l'équivalent de Santé publique France, mais qui est bien plus grand et avec beaucoup plus d'argent.
Et il va changer la direction, c'est ça? Il va changer le personnel, enfin le personnel dirigeant. Et le NIH, c'est le National Institute of Health, c'est l'équivalent de l'INSERM, là aussi en beaucoup plus grand, parce qu'ils ont des budgets de milliards de dollars. D'accord. Et notamment, il y a Jay, alors j'ai oublié son nom de famille, quoi, c'est un nom d'origine indienne, mais c'est un gars super qui est à l'université de Stanford, qui va à la tête de ça. Donc vraiment, il va changer les hommes. Et puis justement, vous parlez de la santé, de l'alimentation et tout ça, l'obésité. Azin Malhotra, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce médecin britannique qui est maintenant est recruté comme conseiller dans l'équipe Trump. C'est un cardiologue anglais qui a fait tout son travail sur changer le régime, le contrôle du diabète, etc. Donc, pour une meilleure alimentation. Donc, le fait qu'il soit conseiller santé est quelque chose de très important. D'accord. Voilà. Donc l'impression que vous avez, Christian Perron, hein, ça fait depuis 4 ans, 5 ans, on sait tout ce qui est arrivé, les questions que vous avez posées, etc. sur le Covid aujourd'hui. Est-ce que étant là à Washington, voyant ce que vous avez vu depuis 2-3 jours, vous avez l'impression vraiment qu'ils vont s'attaquer à cet état profond, l'état profond de la santé, à Big Pharma, en tout cas remettre un tout petit peu ou même beaucoup de l'ordre dans ce désordre établi et dans quand même une certaine corruption, il faut bien le dire. Ben oui, l'industrie pharmaceutique, on en a besoin. Et si vous vous souvenez, je l'avais déjà dit publiquement il y a des années, quand je faisais un lobbying international pour la défense de la maladie de Lyme chronique, à l'ONU, le rapporteur spécial avait dit l'industrie pharmaceutique est la première cause de corruption au monde, devant l'armement, devant le bâtiment, parce que ça coûte pas cher de faire un médicament finalement, mais ils font des marges tellement énormes, ils font des milliards. Et c'est ça qu'il faut. Je suis pas anti-industrie pharmaceutique, il faut que l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, il en faut. Il faut la moraliser et empêcher parce que moi je sais que dans tous les pays que les anglo-saxons appellent les key opinion leaders, les leaders d'opinion majeurs, moi, je le sais par des amis médecins français et autres qui sont toujours quelquefois dans l'industrie. Ce qu'ils déclarent, par exemple, sur Transparence Santé, c'est le pourboire, parce certains, les plus importants dans les pays, peuvent toucher des milliards d'euros, de dollars sur des comptes offshore. Donc, c'est plus difficile à pister, mais il faut vraiment faire le ménage là-dedans, parce que on le sait. C'est de l'aveu même des rédacteurs en chef des grands journaux médicaux internationaux comme le New England Journal of Medicine, le Lancet, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit, c'est pas moi, que dans certains cas, près de la moitié des articles publiés qui sont totalement réalisés, financés par l'industrie pharmaceutique, les résultats sont faux ou biaisés. Donc, quand on voit, c'est hallucinant parce que nous, dans nos facultés de médecine, maintenant, les jeunes médecins, on leur apprend que si c'est pas écrit dans le Lancet, ça n'existe pas, que le Lancet, c'est la Bible. On sait ce qui s'est passé avec le Lancet, notamment. En tout cas, c'est une question. Christian Perron, restez avec nous. Merci d'être là, merci de vous être levé tôt. On continue après cette toute petite pause et on va parler un peu de la France, justement. Comment tout ça peut se répercuter dans notre cher et doux pays. À tout de suite avec Christian Perron. Toujours avec le professeur Christian Perron, qui est à Washington et dont on a vu la photo un peu partout, Christian Perron, sur les réseaux sociaux. Vous êtes en cravate noire, en smoking, avec Robert Kennedy Jr. Alors là, je voudrais qu'on parle un peu de notre cher et doux pays, Christian Perron. Vous êtes bien placé pour savoir combien certains d'entre vous, dans le milieu, ont été à la fois marginalisés, attaqués, traités de tous les noms, et plus encore parce que vous aviez des positions dissidentes. Il semble qu'en tout cas, à l'Amérique, la marge a rejoint la page. C'est-à-dire que les marginaux, maintenant, vont être beaucoup moins marginaux. En France, est-ce que c'est possible, sans qu'on fasse encore une fois une homothétie, quand on fasse, ça ne peut pas être évidemment un copier-coller, mais est-ce que c'est possible que quelque chose se passe? Je vous parle toujours au niveau de la santé, mais aussi du reste, mais quand même dans votre domaine, est-ce que vu ce qui s'est passé depuis 4-5 ans et même avant,
est-ce que tout ça est possible, qu'on change les directives, les manières de faire, la gestion, on ne veut pas revenir toute la gestion du Covid, hein, on en a parlé, mais est-ce qu'en France, c'est possible qu'on ait une Trumpisation, une Kennedysation de la santé? Ah ben, bien sûr, moi, je suis totalement convaincu. Alors, avec Macron et son gouvernement actuel, ils vont freiner les cas de fer, mais je ne suis pas sûr que tout ça va durer longtemps. Et d'ailleurs, j'avais fait un communiqué pour souhaiter joyeux Noël aux Français récemment, Oui. en disant c'est fantastique ce qui va se passer dans le monde. Il y a un vent de liberté qui souffle sur le monde, qui va venir des États-Unis, et que j'avais dit on va pouvoir s'asseoir dans un fauteuil et admirer de magnifiques retournements de veste. On l'a déjà vu dans certains médias en France, de Oui. certaines personnalités, et c'est fantastique. Et en plus, pour les États-Unis, Mark Zuckerberg, quand même le directeur de Facebook, qui a retourné sa veste en disant mais maintenant, excusez-moi, j'ai censuré, je le ferai plus jamais. Voilà, donc c'est génial ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se produire sur la France déjà? Ouais. Bon, que l'OMS ne soit plus reconnu par les États-Unis, ben, ça va quand même saboter le plan de traité OMS qui voulait être au-dessus de tous les États du monde pour diriger d'une façon dictatoriale. Et puis, le directeur de l'OMS aurait pu déclarer une pandémie de n'importe quoi, même sans un seul mort. Donc ça, déjà, ça a du plomb dans l'aile. L'autre chose qui est très importante, alors, ça n'a pas encore été décidé, j'ai pas vu ça hier, mais je sais que Kennedy l'a dit très récemment, il allait faire interdire les vaccins ARN messagers, qui ne sont pas des vaccins. Ah bon? Donc ça, c'est oui, il a l'intention de faire interdire les vaccins ARN messagers. D'accord. une excellente nouvelle. Donc, il y a l'OMS et puis ça va mettre du plomb dans l'aile dans ce fameux projet européen d'Ursula von der Leyen sur le passeport vaccinal européen, qui est en expérimentation dans 5 pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la Grèce et puis 2 autres pays. Puis si dans quelques mois, si on les laissait faire, ils diraient, ben voyez, ça s'est bien passé. Ce sont les vaccins courants, diphtérie, tétanos, polio. Bon, a priori, si c'était que ça serait pas très méchant. Non. Mais c'est qu'ils ont là construit les usines et investi des milliards pour, dans 1 an ou 2, transformer tous les vaccins actuels, qui sont la plupart du temps des bons vaccins, dans ces cochonneries ARN messagers qui ne sont pas du tout des vaccins, qui n'auraient même pas eu le temps d'être expérimentés dans toutes les maladies, dans des études sérieuses. Je rappelle qu'il faut normalement 10 ans de développement sérieux, de publication avant de mettre un vaccin sur le marché. Il faut 20 ans pour inoculer une femme enceinte. Je le rappelle toujours parce que et les obligations sont totalement interdites dans ces conditions puisque c'est assimilable dans le droit international à un crime contre l'humanité. Donc là, je pense que ce passeport vaccinal européen, il va aussi prendre du plomb dans l'aile. Et puis il y a eu même si pour l'instant, le procès contre Ursula von der Leyen, les juges ont dit, ben non, finalement... oui, là, pour le moment, ça traîne, hein, mais bon. Envoyer l'affaire un petit peu à la poubelle pour se défausser nos emplois. Mais est-ce que, dites-moi, justement, Christian Perron, est-ce qu'aujourd'hui, en matière, on parle d'Ursula von der Leyen, est-ce qu'en matière de santé, pour rester là-dessus, est-ce que la France peut prendre des décisions sans en référer et sans avoir l'aval, la permission, je vais dire la permission de minuit, de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne? Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit Macron ou qui que ce soit, enfin, est-ce qu'on peut prendre des décisions par rapport à un certain nombre de choses que vous jugez, c'est votre opinion et c'est votre parti pris scandaleux? Est-ce qu'on peut changer les choses ou il faut que ça ne se passe qu'à l'échelle européenne, sinon rien ne se fera? Oui. Parce que oui, alors, je ne suis pas un spécialiste toutes les interrelations entre l'Europe et chaque pays membre, mais déjà, Ursula von der Leyen et la Commission européenne n'ont aucune compétence officielle en santé. Donc tout ce que Ursula décide en santé, comme ce qu'elle décide dans la guerre, par exemple, c'est totalement hors la loi en Europe. Et le problème, c'est que les parlementaires européens sont sous influence, beaucoup sont corrompus, et à chaque fois se couchent devant Ursula, alors que le rôle du Parlement européen, ce serait de remettre le droit dans le fonctionnement. Mais c'est clair que je pense que la France a quand même une marge de manœuvre. Après, je ne sais pas dans quelle limite, je n'ai pas étudié tous ces dossiers. Non, bien sûr, c'est le droit, oui. Et Christian Perron, vous rentrez bientôt en France? Je reprends l'avion demain soir aux États-Unis, donc je serai après-demain. Après, j'arrive vendredi matin en France, voilà. D'accord, mais on vous recevra, on va en parler de tout ça en prenant son temps. Mais juste un mot, Christian Perron, vous revenez là très remonté au bon sens du terme, très encouragé au bon sens du terme?
Ah oui, bah, je reviens plein d'optimisme. Je l'avais déjà depuis pas mal de temps. Euh, mais on voit que... et puis, moi, j'ai rencontré des gens de différents pays, des gens du Brésil, il n'y avait pas de Français, mais j'ai vu d'autres nationalités. Ouais. Et ils sont tous à fond. Ils sont tous ils voient qu'il y a un nouvel espoir, qu'on retrouve la liberté, qu'on retrouve la démocratie. Et ça, c'est absolument génial. J'avais jamais vu ça et ça rejoint la liesse populaire que j'ai vue dans les rues de Washington. Dans Washington. Eh ben, écoutez, hein, on va voir, comme dirait l'autre, aide-toi. Alors, les Américains se disent aide-toi, Trump t'aidera. Eh bien, nous, en France, nous allons voir ça. Merci, Christian Perron, et merci de vous être levé tôt et de nous avoir donné ces éclaircissements sur ce qui se passe en ce moment dans quand même ce qui reste la plus grande puissance mondiale. À bientôt. Merci.